Bonsoir. Oui, de recherche en philosophie. On fait de la recherche en philosophie. Je recherche qui suis-je. L'avantage de ce genre de questionnement, c'est qu'on peut s'appuyer sur d'autres disciplines, comme par exemple les neurosciences. L'énaction, c'est un concept de neurosciences qui a été notamment développé par Francisco Varela, qui était un neuroscientifique chilien, qui est décédé en 2001. La question commune à la philosophie de l'esprit et aux neurosciences, c'est de se demander comment des agrégats de perception, comment des agrégats de neurones, comment des agrégats de sensations peuvent donner naissance à une sensation du moi, à une cohérence générale qui nous fait dire je. Ouais, on disait qui suis-je, c'est vraiment cette question. Francisco Varela propose d'aborder la question d'une manière un peu originale, c'est-à-dire que plutôt que de partir des agrégats pour aller au général, il affirme qu'il y a un principe général émergent duquel ensuite va découler tous les principes suivants, les perceptions, etc. Pour comprendre ça, une expérience qui a été faite en 1963, je précise que c'est en 1963 parce qu'aujourd'hui on n'aurait plus le droit de la faire, on a pris des petits chatons qu'on a à la naissance enfermés dans une pièce noire. Ces pauvres petits chatons n'ont pas développé la vue, les pauvres évidemment ils n'avaient rien à voir, et on a ensuite réparti ces chatons en deux groupes, un groupe A, un groupe B. Le groupe A était dans une pièce éclairée et pouvait se déplacer à sa guise. Le groupe B était dans une autre pièce éclairée, mais ne pouvait pas se déplacer à sa guise, et était simplement porté par un chariot. Il ne pouvait donc pas explorer la pièce par sa propre volonté. Eh bien, ce dont on s'est aperçu, c'est que le groupe A avait développé la vue après, et que le groupe B était resté aveugle. Ce que ça révèle, c'est que la perception se construit par un contact et par une action au sein du monde. C'est pour ça que j'ai parlé à la conquête du monde. C'est vraiment par son action que le sujet peut développer ses perceptions du monde en se heurtant, en se cognant. C'est en tombant qu'on apprend, c'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre avec ce concept, c'est que l'énaction est à la fois située et situante. Elle est située par le sujet qui va percevoir le monde et situante par justement la situation qui va déterminer ce qui arrive. Prenons un exemple très très simple, l'angoisse. Prenons un exemple au hasard, je ne sais pas, l'avion, comme par hasard. Quand on a peur de l'avion, c'est pas l'avion en tant que tel qui nous fait peur, c'est notre rapport à l'avion qui nous fait peur. Et le rapport énactif finalement de l'angoisse intervient quand le sujet est mis en relation avec l'objet de son angoisse. Il n'y a pas d'un côté le monde objectif, d'un autre côté le sujet et une rencontre entre les deux. En fait, il y a au contraire une co-construction, un rapport émergent qui naît de leur rencontre. Et l'avion en tant que tel n'a de sens angoissant que pour le sujet qui est angoissé. De même, le sujet angoissé ne l'est que par rapport à l'objet de son angoisse. L'énaction, finalement, c'est de se dire que nous n'existons pas sans une rencontre avec notre environnement. Nous ne sommes pas des sujets abstraits, nous n'existons que parce que nous cognons au monde, que parce que nous sommes dans le monde. En philo, on appelle ça l'être au monde. Et on pourrait dire d'un point de vue un peu poétique que, effectivement, nous ne sommes que parce que nous explorons en inventant le monde que nous découvrons en même temps. Merci Yann. Y a-t-il des questions ? Donc là, ça n'a pas été trop dur de s'énacter avec ce sujet sur cette présentation ? Alors ouais, moi en fait je me suis beaucoup servi de l'énaction dans mon mémoire de recherche qui portait sur la philosophie de la perception en général. Et l'avantage de ce concept, c'est qu'il permet aussi, dans ses développements, de comprendre comment le sujet pouvait exister dans le temps. Parce que là, on a simplement pris la perception momentanée, ponctuelle, mais ça permet aussi de comprendre comment justement une perception qu'on a pu avoir hier peut encore impacter notre vie aujourd'hui par justement la dimension situante de l'énaction. C'est-à-dire qu'on a vraiment une continuité via la plasticité neuronale, via tout un tas de choses qui permettent de comprendre comment on peut avoir une continuité dans le sujet, en fait. Une continuité du multiple et une continuité toujours différente qui finalement... Ça permet aussi de comprendre une forme de liberté, comment on peut rencontrer du nouveau en se heurtant au monde, en se heurtant au nouveau. Et donc ça, est-ce que c'est un concept qui peut s'appliquer aux sociétés aussi ? Tout à fait, bien sûr. Une société en soi ne peut pas être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sujet. Voilà, le sujet en tant que jeu. Mais on peut imaginer qu'une société n'existe pas de manière abstraite et qu'elle n'existe que par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. Je veux dire, prenons l'exemple de la laïcité. La laïcité en soi, c'est une belle idée. Maintenant, elle existe quand elle est confrontée à des problèmes et quand elle s'y rencontre réellement. Je pense qu'on peut faire une analogie à cet endroit-là pour les sociétés. Il n'y a pas d'idéal en soi, il y a simplement des situations qui font émerger un rapport entre le sujet et la situation. Et le monde émerge aussi de ce rapport. Comment il se fait la relation entre les philosophes et les neurophysiciens ? Alors, c'est une très très grande question.
Alors en gros, pour partir pour mon sujet à moi, moi je parle de la philosophie de l'esprit. Donc avec Descartes, on se souvient, le problème du cogito, qu'est-ce que c'est que le sujet, etc. C'est un problème qui est toujours pas réglé aujourd'hui. Eh bien les neurosciences, ce qu'on se dit, c'est ça peut permettre de prendre le sujet dans l'autre sens, puisqu'on a plus ou moins admis que il y avait une corrélation entre les neurones et la pensée. J'ai dit une corrélation, j'ai pas dit un lien de cause à effet, j'ai dit visiblement il y a des corrélations. Et ça permet de prendre le sujet un petit peu de deux manières différentes, et en l'éclairant de deux façons différentes, en le rencontrant et en s'y heurtant de manière différente, on peut peut-être apporter des nouvelles idées, créer des concepts. C'est sûr, mais concrètement, ça veut dire qu'il y a vraiment des neurophysiciens qui travaillent avec des... Concrètement, oui. Alors, Francisco Varela était lui-même philosophe, déjà. Il faut voir qu'en philosophie analytique, par exemple à Bordeaux, ce qui était Bordeaux, non, toujours Bordeaux 3, on a Cédric Brun, qui est un philosophe des sciences, et il y a vraiment beaucoup de choses. Et la philosophie, enfin, je veux dire, ça ne va pas que dans un sens. Il y a aussi des apports qui viennent de la philosophie et qui permettent, notamment aux neuroscientifiques qui ont besoin de concepts pour comprendre ce sur quoi ils travaillent. Voilà, qu'est-ce que c'est la conscience ? Je vois bien que ça s'allume, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que percevoir ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir chaud ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir chaud ? C'est un truc qui s'allume sur mon écran. Super, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est plus la philosophie qui peut apporter des outils de pensée qui peuvent servir derrière aux neuroscientifiques. Merci. Moi, j'aimerais profiter de votre fougue, là, si c'était possible, pour vous continuer sur cette lancée, pour essayer de nous dire comment on pourrait, grâce à votre voix, améliorer l'attractivité des jeunes pour les sciences. Est-ce que par hasard, vous auriez une petite idée pour que nos jeunes scientifiques soient plus nombreux, plus impliqués ? Est-ce qu'il y a des liaisons avec ce que vous avez fait là ? D'un point de vue personnel, évidemment, parce que moi, je travaille sur les sujets qui me parlent et qui me tiennent à cœur. D'abord pour moi, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est d'abord moi que ça intéresse. Et je pense que ce genre de démarche peut permettre, quand c'est suivi, de montrer concrètement quels sont les problèmes. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un, tu vas voir, en ce moment au CNAM, je travaille sur les lasers, tu vois, un laser, c'est ceci, ça se base sur la physique quantique, etc. Ouais, super. Ouais, ça parle pas. Par contre, si on lui montre, avec le laser, tu peux atteindre des niveaux d'énergie qui peuvent simuler des conditions de fusion nucléaire, à partir du moment où ça l'intéresse au préalable, évidemment, il peut se rendre compte concrètement qu'est-ce que c'est que l'activité du scientifique et qu'est-ce qu'on fait réellement. Il ne faut pas que ça reste des choses abstraites, il faut que ça soit des choses, il faut que ça lui parle, il faut que vraiment il aille dans les labos, il voit comment on fait. Tiens, quand on rencontre des chercheurs qui nous parlent vraiment dans ce genre de choses, quand on raconte ce que c'est que vivre la science, eh bien on peut avoir un rapport humain, c'est ce dont tu parlais, Blandine. On a un rapport humain qui devient une activité comme jouer au foot ou comme faire du théâtre. Enfin, ça devient quelque chose de passionné. Donc, il ne faut pas désespérer. Hein. Si vous réussissez à prendre cette place-là, vous allez nous trouver de nombreux jeunes pour l'année prochaine. Ah, mais il faut. Bon, mais c'est très bien. Merci. Merci Yann. On peut l'applaudir.